Bienvenue dans ce dernier épisode d'Anyone Can Scale sur le pricing et sur comment vous allez pouvoir savoir si vous êtes en train de pricer de façon juste ou pas. Le pricing, c'est avant tout un message, c'est un statement. Quand vous donnez un pricing, vous dites quelque chose et vous devez dire quelque chose dans lequel vous croyez, avec vos tripes. Si vous y croyez pas, ça va pas marcher. Le pricing, c'est la question qui n'a pas de bonne réponse. Okay ? Si vous vendez quelque chose qui coûte pas cher, ce que vous vendez, c'est une histoire. Et le message que vous donnez aux gens, c'est moi, je pense que cette histoire, elle vaut plus que tout. Si vous vendez quelque chose de très cher, pas cher, ce que vous dites en fait, c'est que vous ne croyez pas vraiment en vous. Vous êtes dans la situation assez terrible des entrepreneurs qui pensent que la seule chose qui fait que quelqu'un peut acheter leur produit, c'est de supplier. Évidemment, quand on démarre, on est un peu perdu en termes de pricing. Parce qu'on ne l'a jamais fait, on ne sait pas ce qu'on vaut, on a du mal, on a machin. Alors, pas de remords. Vous prenez une approche très simple au début de votre pricing qui est simplement de copier ce que les autres font. Le pricing, c'est un sujet où les bons entrepreneurs copient, les génies volent. Volez le pricing de vos concurrents. Allez pas trop vous prendre la tête. Ne vous posez pas vraiment de questions. Puis, avec l'expérience, démarrera la question de est-ce que je dois monter mon pricing ou est-ce que je dois baisser mon pricing. Alors ça, j'ai déjà raconté dans Coup d'État, saison 1, état d'esprit dans Entreprendre. C'est beaucoup plus facile de monter un pricing que de le descendre. Tous les gens qui vous expliquent que descendre un pricing, c'est plus simple que d'en monter un, c'est parce qu'ils n'ont jamais battu de boîte. Quand vous montez un pricing, le seul risque que vous prenez, c'est de perdre quelques clients. Quand vous baissez un pricing, le risque que vous prenez, c'est de devoir rechanger toute la structure économique de votre entreprise, vos coûts, les salaires, etc. C'est beaucoup plus dur. Pensez à Orange qui doit baisser les prix face à Free. Imaginez la torture et la galère que ça a dû être pour Orange, Bouygues et SFR. Pour Free, c'était simple. Ils ont démarré avec cette structure de pricing. C'était facile pour eux, même d'ailleurs maintenant il paraît, de monter un peu leurs tarifs. Je crois que Free est en train de monter ses tarifs ou de réfléchir à monter ses tarifs avec des multiples offres, etc. Vous voyez, c'est plus simple de monter un prix que de le baisser. Alors évidemment, se pose la question de comment le pricing va envoyer le message que j'ai envie d'envoyer à mes clients et comment bien calibrer ce pricing. Alors, il y a un test tout bête à faire qui est que c'est ce qu'on appelle le test de parking. Quand vous ouvrez un parking, vous avez un nombre de places limitées. Tous les freelances, toutes les professions libérales, tous les indépendants qui regardent cet épisode, laissez-moi vous informer que vous êtes un parking. Un avocat, un parking, un ingénieur, un parking, un freelance graphique, un parking. Vous êtes tous des parkings, désolé de vous le dire. Et vos places à vous, ce n'est pas des places d'espace, c'est le temps que vous avez disponible dans une journée. Dans un parking, il y a deux sources d'optimisation. La source numéro 1 d'optimisation, c'est combien votre parking fait de taille. Et c'est pour ça que dans toutes les professions libérales qui scalent, ils essaient d'ouvrir des nouveaux parkings en embauchant des nouvelles personnes. Et donc, on multiplie les parkings. Et la deuxième optimisation, c'est combien vous pouvez mettre de voitures dans le parking. Vous voyez là, l'espace entre les voitures, si je le réduis, je peux peut-être mettre 25 ou 30% de voitures en plus. Anyone Can Scale, jusqu'à présent, s'est intéressé à la question de vous aider à optimiser le nombre de voitures que vous pouvez mettre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de vous dire combien vaut une heure de parking. Combien vaut l'occupation de cet espace. Il y a deux grandes approches dans la détermination du prix d'un parking. L'approche numéro 1, c'est ce qu'on appelle une cost-based approach. Une approche par les coûts, mais ça fait tellement mieux en anglais. Alors la cost-based approach, c'est de dire, ok, mon parking, il a des coûts fixes. C'est
F, coûts fixes. Et puis, sur ces coûts fixes, moi, j'ai besoin d'avoir une rentabilité que j'estime être bonne, à savoir, je sais pas, 25%. Donc, je fais CF fois 1,25. 25% étant mon bénéfice. Et donc, j'ai un business qui, quoi qu'il arrive, gagne 25% de la taille de mon parking. Et donc, dans une politique comme ça, ce que vous changez quand vous augmentez votre parking, c'est votre taux de marge. Alors, le problème de l'approche par coût fixe, c'est que vous ne savez pas à combien les gens sont prêts à payer. La seule chose que vous savez dans une approche de coût fixe, c'est que vous avez simplement besoin de rembourser votre coût et vous êtes prêt à faire un bénéfice dessus. Sauf que maintenant, imaginons que ce parking, il soit au centre de Bourg-la-Reine. Et on a exactement le même parking au centre de New York. Lequel des deux parkings va valoir le plus? Alors vous allez me dire, bah oui, mais à New York, les coûts fixes sont plus élevés, c'est normal qu'ils soient plus chers, puisque je vais prendre 25% du coût fixe. À Bourg-la-Reine, les coûts fixes sont très faibles, donc ça va coûter moins cher. Alors, ce qui est drôle avec ce raisonnement, c'est que ce raisonnement fait complètement abstraction de quelque chose de très important qui s'appelle la proportion à payer. La proportion à payer, elle dit que le prix n'est pas simplement une fonction économique, mais c'est aussi un signal. Et ce signal révèle l'envie que les gens ont pour une ressource rare. Alors laissez-moi vous expliquer la deuxième stratégie de détermination d'un prix d'uppricing qui s'appelle le dynamic pricing. Où tout simplement vous mettez la price à un prix absurde le premier jour, par exemple 500 € l'heure, et tous les jours vous allez baisser ce prix jusqu'à un moment où vous allez avoir 100% d'occupation à un prix donné, peut-être 283. Et 283 sera peut-être un bénéfice de 60%, ou peut-être que ce sera un bénéfice de 12%, ou peut-être que ce sera un bénéfice de 120%. Mais vous décorrélez complètement le prix des choses du coût des choses. Et quand vous êtes un freelance, vous devez décorréler votre prix. Votre objectif est de décorréler votre prix de votre travail, de votre coût, et de réussir à trouver quelque chose qui fasse sens. Alors, ce qui est marrant avec cette démarche, c'est que cette démarche s'optimise automatiquement par rapport à la concurrence. Pourquoi? Parce que s'il y a un parking en face, au même endroit, à un prix inférieur, eh ben, ce parking va se remplir avant celui-là, mais ça ne veut pas dire que votre parking ne va pas se remplir à un prix plus cher. C'est juste que votre stabilité économique va être inférieure à celui-là. Et c'est là où vous devez prendre un choix de risque. Le pricing, c'est aussi faire un choix concernant le risque que vous êtes prêt à prendre dans votre business. Quand vous déterminez un pricing élevé, vous prenez le risque de ne pas être à la hauteur de ce pricing élevé. Cette stratégie et cette différence entre approche par le coût et approche par la demande, elle est très importante à comprendre dans les métiers intellectuels. Dans un métier intellectuel, vous avez besoin d'avoir une approche par la demande, vous avez besoin de devenir une marque et vous avez besoin de demander aux gens, si vous voulez gagner plus d'argent, de payer plus cher pour votre travail. Si vous faites des logos, un logo ça peut coûter 1 000 € comme ça peut coûter 1 million d'euros. Ce qui fait la différence entre un logo à 1 million d'euros et un logo à 1 000 €, c'est pas la réalité de votre pricing, c'est l'attractivité de votre marque. La marque et le pricing sont liés. Si vous êtes cher, vous devez avoir les codes du cher. Si vous n'êtes pas cher, vous devez avoir les codes du pas cher. D'ailleurs, erreur de débutant, faire des choses d'une qualité invraisemblable à un prix très peu élevé, ça fait fuir les gens. Par exemple, dans une vie antérieure, j'avais un ami restaurateur. Ce restaurateur, il n'avait pas de monde dans son restaurant. Il avait un super resto, mais il était vide. Et donc, il a décidé de voir comment baisser les prix. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'en baissant les prix, il a encore plus envoyé l'image que son resto, dans un quartier chic, n'était pas à sa place. C'est en montant les prix que les gens sont venus. Parce que si vous êtes le resto le moins cher du quartier, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quelque chose de louche. Évidemment,
si on reprend mon parking, il y a un sujet dans le parking qui se pose, c'est l'impact du prix sur la répétitivité. Plus vous avez un décalage entre l'offre de service, à savoir la part de parking, et le prix que vous vendez, plus ce décalage est élevé, plus la tentation du repeat est faible. Or, c'est là où il y a une optimisation compliquée à faire. C'est que, est-ce que vous préférez gagner beaucoup d'argent par client, mais ne pas avoir de repeat client? Ou est-ce que vous avez envie de gagner moins d'argent par client, mais avoir des clients fidèles et donc des coûts d'acquisition plus faibles? Je m'explique. Vous voyez, dans ce graphe, c'est le net entre l'argent qui sort pour un nouveau client et l'argent qui sort pour l'acquérir. Si vous avez un coût d'acquisition de 100 sur un client et que le client vous rapporte 200, votre bénéfice net, c'est 100. OK ? Maintenant, imaginons que ce client qui vous a rapporté 100, au lieu de vendre à 200, vous avez un coût d'acquisition à 100, mais il vous rapporte que 100. OK ? Votre bénéfice net est de 0. Sauf que ce même client, il est tellement content d'avoir payé que 100 qu'il revient une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. La long term value de ce client est de 400. OK ? C'est 4 fois plus que les 100 de lui avoir pris 200 upfront. Et c'est là où il y a la plus grande complexité en termes de pricing. C'est que le court terme est l'ennemi du long terme. Et le long terme, des fois, est complètement décorrélé du court terme. Et c'est là où vous devez, par l'expérience, trouver le bon équilibre. Parce que dans le cas numéro 1, vous avez bien 100 de bénéfices par client, mais comme à chaque fois que vous avez un nouveau client, ça vous coûte le même prix, vous êtes sur une ligne en nouveau qui est stable. Alors que dans ce cas-là, vous avez un cumul, vous avez une courbe qui monte naturellement parce que les anciens clients ne vous lâchent pas. Alors, à vous de savoir l'arbitrage, à vous de savoir si vous êtes plutôt dans un business d'opportunité où vous avez besoin de maximiser votre profit par client immédiatement, ou est-ce que vous êtes dans un business de long terme où vous avez besoin de repeat. Et on fera des office hours spécial pricing pour vous montrer comment nous, on réfléchit stratégiquement à la question du pricing dans un cas comme dans l'autre. La troisième chose concernant le pricing, c'est que le pricing est directement lié à la boîte que vous allez créer. Bizarrement, toutes les boîtes du monde finissent toujours par avoir un taux de marge de 30%, quel que soit leur domaine. C'est un truc assez marrant à observer. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes Goldman Sachs et que vous gagnez des milliards, eh ben vous dépensez des centaines de millions pour vos employés, en œuvres d'art, en bouffe, etc. Parce qu'à la fin, vous voulez gagner 30%. Le fait que tout le monde veuille à peu près 30% de profit dans son business fait qu'on n'opère pas de la même façon dans un business de centimes, ou comme chez Nestor, on compte chaque centime, qu'un business de centaines de millions, comme chez Goldman Sachs, où ça ne change pas grand-chose d'économiser 10 000 euros ou pas. Vous avez besoin de trouver un founder pricing fit. Le founder pricing fit est beaucoup plus important que le product market fit. Il est beaucoup plus important que le founder market fit. Le founder pricing fit, c'est ce qui détermine si vous allez réussir à transformer votre product market fit en un succès de long terme. Si vous êtes mal à l'aise de facturer cher, allez faire du low cost. N'essayez pas de vous changer culturellement. Si vous êtes à l'aise à facturer cher, n'allez pas faire du low cost. Si vous kiffez la life, par exemple, si vous êtes libanais, je vous le dis, oubliez les business de centimes. Ça ne marche pas. Vous ne savez pas faire. C'est de la faute de votre maman. Ce n'est pas de votre faute. Si par contre vous êtes alsacien, apparemment les business de centimes, ça vous réussit vachement bien. Donc allez-y à fond. Alors évidemment, il y a des Libanais alsaciens comme il y a des Alsaciens qui sont libanais. Il existe toujours des gens qui ne sont pas dans la moyenne de leur environnement. Mais ayez l'honnêteté de vous regarder devant un miroir et de déterminer est-ce que vous avez le bon pricing market fit. Parce que le prix des choses n'est jamais autre chose qu'une histoire. Et cette histoire, elle est convenable et crédible que si vous savez la porter avec efficacité.
Une des questions qu'on me pose souvent, c'est la question des business models et de comment rendre son business model plus scalable. Alors effectivement, la scalabilité a un principe très simple que j'appelle la tension de simplicité. Si vous voulez scaler quelque chose, il faut le simplifier. Pour le simplifier, la meilleure façon de faire, c'est aussi de simplifier la délivrabilité et le pricing. Qui dit pricing simple, dit sélection des clients. Qui dit sélection des clients, dit standardisation de l'offre. Un des problèmes que la plupart des prestataires de services ont, des freelances, des gens qui vendent leur temps, c'est que comme ils pensent que leur travail est personnalisable, ils n'ont pas envie de rentrer dans la standardisation de leur pricing. Pourtant, la standardisation des pricing, c'est une tendance de fond. Même la SNCF l'a compris avec TGV Max. On passe plus à payer son billet, on prend un abonnement. L'abonnement, c'est un peu le business model de l'époque. Le forfait, c'est la demande que les gens ont en 2019 de pouvoir avoir un pricing clair, transparent et efficace. Alors, ce qui est intéressant dans les business models qui scale, c'est qu'il y en a 4 et on peut les diviser en caractéristiques. La première chose, c'est est-ce que vous offrez un service ponctuel ou est-ce que vous offrez un service récurrent? C'est la première tension. Si vous avez la chance d'offrir un service récurrent, l'abonnement est un très bon business model. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens utilisent beaucoup leur abonnement au début et le besoin de cet abonnement s'effrite et donc la marge par client augmente dans le temps. C'est tout bête, c'est tous les gens qui s'inscrivent à la salle de sport en janvier, qui y vont en février, qui en mars savent à peine où est l'adresse, et en avril, ils sont même plus au courant qu'ils sont inscrits à la salle de sport. Avant de se réinscrire l'année d'après avec la même motivation et la même conviction. Évidemment, si vous avez un besoin ponctuel, ça ne sert à rien de forcer l'abonnement. C'est pas parce que les revenus récurrents sont bons qu'ils sont la seule façon de gagner sa vie. Ça sert à rien d'aller contre sa nature, ça sert à rien de forcer son business model. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes à haute marge ou est-ce que vous êtes à faible marge? Alors, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas d'espace de scalabilité dans la faible marge ponctuelle. Si vous êtes dans ce business model, votre opportunité de scale est quasi nulle. Pourquoi? Parce que le coût d'acquisition d'un client, le fait d'aller conquérir un nouveau client, sera toujours supérieur à votre opportunité de gain sur ce même client. Et ça pose un gros problème. Le problème, c'est que qui dit scale dit préparation pour le futur. Qui dit scale dit mettre pause sur son business, préparer des choses, dépenser plus d'argent que ce qu'un client nécessite pour pouvoir traiter plus rapidement les clients futurs. Qui dit scale dit politique d'investissement ambitieuse. On ne peut pas scaler si on n'investit pas sur soi, si on n'investit pas sur son business, si on n'investit pas sur ses process. Et qui dit investissement dit nécessité de marge. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous n'avez pas d'opportunité d'investissement. Pourquoi les startups scalable sont capables d'attirer tellement de fonds à perte pendant des années? C'est parce que l'espoir de gain à l'échelle est tellement grande que les gens croient à ces courbes qui ressemblent à ça. Vous avez cette intégrale ici, qui est la somme de toutes les pertes pour pouvoir rendre le business prêt. Et ensuite, vous avez le tipping point de profitabilité où vous avez les différents scénarios de scalabilité. Ce type de business n'est envisageable que si votre opportunité de marché est massive et votre friction de délivrabilité est petite. Si vous êtes graphiste, si vous êtes avocat, si vous êtes freelance, si vous êtes développeur, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que votre taille de marché est forcément limitée. Vous avez besoin plutôt de réussir à trouver de la scalabilité, de la productivité au sein d'une niche. C'est pour ça que l'endroit où on arrive à créer du scale, c'est soit on a des hautes marges ponctuelles, ça on va dire que c'est le scénario C. On a des hautes marges récurrentes, ça c'est un business model A. Et on a des faibles marges récurrentes, ça c'est un business model B. Alors vous allez me dire pourquoi préférer du récurrent à faible marge
que du ponctuel à haute marge. Encore une fois, à cause des coûts d'acquisition. Quand on a un business model ponctuel, on a toujours besoin de trouver des nouveaux clients et on a besoin de créer une discipline pour que ces nouveaux clients arrivent. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Quand on a des clients récurrents, on a deux phénomènes naturels. La première, c'est une viralité au sein de ces clients, puisque un nouveau client satisfait, qui reste et qui abonne, est un client qui pendant longtemps en parle. Si vous êtes ponctuellement client d'un service, vous allez en parler une fois. C'est très étonnant de parler d'un service 2 ans après, 3 ans après, alors que vous ne l'utilisez plus. Si un service rentre de façon récurrente dans votre vie, alors évidemment, votre probabilité d'en parler et d'en faire la promotion, elle est beaucoup plus élevée. Et évidemment, c'est ce qu'on cherche dans la scalabilité. L'un des premiers coûts qu'on essaie de réduire quand on essaie de scaler, c'est justement le coût d'acquisition client. On essaie de mettre en place des méthodes, des process, tout ce qu'on peut pour réduire le coût d'acquisition et être sûr de pouvoir conquérir des nouveaux clients pour moins en moins cher. C'est la première impact sur la chaîne de valeur et la chaîne de marge qu'on peut construire. Évidemment, si vous êtes à haute marge et dans un service ponctuel, l'opportunité de scalabilité va être dans votre capacité à rendre votre produit viral et à créer un K-factor. Elle va être beaucoup moins organique, ça va être beaucoup plus porté par l'acquisition payante. Ça, c'est le royaume de la pub. Ça, c'est le royaume de la recommandation et du referral. Alors, n'oubliez pas que le pricing, c'est un choix, c'est un message, mais c'est aussi un moyen. Si vous voulez scaler, vous avez besoin de marge. Et vous ne pouvez pas avoir de marge sans monter votre pricing. Et le pricing, c'est ce qui va vous permettre d'avoir les moyens du long terme. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à avoir des pricing dynamiques. Quand vous sentez que vous avez construit ce que vous alliez construire, baissez vos prix pour avoir plus de clients. Quand vous sentez que vous avez trop de clients, montez un peu vos prix pour ralentir un peu le mixte. Ne considérez pas qu'un pricing, parce qu'il a été défini, il a été justement défini. Les pricing, c'est variable. Par exemple, nous, on prend 5% dans 98% des boîtes. Et il y a 1% des boîtes dans lesquelles on prend plus de 5% et 1% des boîtes dans lesquelles on prend moins de 3%. Pourquoi on prend moins de 5% dans certaines boîtes? Parce que des fois, on a des entrepreneurs qui sortent réellement du lot, qui ont des choses. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas offrir ça à Jojo le Clodo. Il faut vraiment avoir une bonne raison de baisser son pricing. Pourquoi des fois on prend plus de 5%? Parce que des fois, on a envie de travailler, d'être impliqué, d'être des cofondateurs, parce que c'est nous qui avons eu l'idée, on a envie de s'amuser, on a envie de faire quelque chose complètement en dehors du modèle. Mais si vous faites quelque chose de complètement en dehors du modèle, mais que vous ne facturez pas en face, ça ne marche pas. Je ne peux pas passer des heures et des heures et des heures avec une boîte si derrière, je n'ai pas l'opportunité de gagner plus si ça a marché. Et donc, votre pricing, vous devez vous dire que c'est votre guide, c'est votre face nord, mais il ne faut pas hésiter à l'adapter dynamiquement quand vous avez besoin. Et le pricing, quand vous le montez, ça vous permet de ne pas monter vos coûts. Si vous avez la discipline de garder vos coûts faibles et de monter vos prix, vous allez avoir du bénéfice et ce bénéfice, vous allez pouvoir l'utiliser pour investir dans des outils de scale. N'oubliez pas, le scale nécessite de l'investissement, l'investissement nécessite des profits, n'ayez pas honte, allez-y à fond. Je vous l'ai dit, le scale, c'est une question d'investissement. Chacun de ces pas-là, il vous coûte de l'argent. Et comme vous n'êtes pas financé et que vous n'avez pas d'investisseur, vous devez être votre propre investisseur. Ça veut dire que là, dans cette phase-là, si vous voulez monter ici et faire ce pas de géant, vous avez besoin de payer ces pertes à ces 3 endroits. Et pour payer ces pertes, il faut épargner. L'épargne, c'est un outil au service du scale. L'épargne égale l'investissement. L'investissement égale le changement de nature. Le changement de nature égale quelque chose de beaucoup plus scalable. Évidemment, ça veut dire faire des sacrifices. Évidemment, ça veut dire faire des efforts. Évidemment, ça veut peut-être dire, pendant cette phase-là, un peu moins bien gagner sa vie. Mais j'aimerais vous faire réfléchir à un petit schéma que j'aime beaucoup. J'aime bien les courbes. Chaque freelance a une courbe linéaire de type Y égale AX plus B qui représente les revenus que ce freelance gagnerait dans sa vie. On a tous une courbe plus ou moins élevée. Par exemple, si vous êtes salarié, vous avez une courbe comme si vous êtes freelance.
Cette courbe représente l'ensemble des clients qui peuvent acheter votre produit et votre service dans le temps. Ok ? La surface, donc ça c'est le temps, et ça c'est l'accumulation d'argent dans le temps. C'est une courbe cumulée, donc c'est forcément une courbe croissante, par définition. Même si vous gagnez moins d'argent, ça croît. Évidemment, cette courbe, elle a un delta plus ou moins élevé en fonction de votre carrière, vos diplômes, vos origines, whatever, votre chance, votre vie, votre compagne, votre héritage. Vous avez plein de choses qui impactent le delta de la courbe, c'est-à-dire la capacité à cette courbe d'aller plus ou moins vite. Scaler, c'est transformer cette courbe en un truc comme ça. C'est-à-dire, en beaucoup moins d'années, donc dans une fraction de temps, réussir à prendre cette courbe et la faire arriver là. Et pour ça, il faut prendre ici et tirer cette courbe là comme ça pour l'amener ici. Pour faire ça, il faut déployer une énergie cinétique délirante. C'est pas un peu d'énergie qu'il faut pour faire ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est ça ce qu'elle est. C'est investir dans votre futur. Donc mettez en place une politique d'épargne, mettez en place une politique d'investissement et raisonnez sur vous en tant que freelance comme vous raisonneriez si vous étiez une entreprise. Vous devez avoir un budget R&D, vous devez être prêt à faire des erreurs, vous devez être prêt à faire des choses qui ne marchent pas pour espérer découvrir des petits secrets qui vous rendront unique et incroyablement scalable en tant que personne. D'ailleurs, en termes de scale perso, c'est encore pire. Votre temps est limité à 24 heures par jour. Vous avez quelques heures de nourriture, quelques heures de sommeil, quelques heures de vie personnelle. Le temps professionnel étant limité, votre seul objectif, c'est d'arrêter de vendre votre temps et de réussir à vendre plus que votre temps et à gagner plus dans votre temps. D'ailleurs, petit conseil, je pense qu'il y a une grande transformation culturelle du mode d'acquisition des produits. L'époque est à l'abonnement. Les gens adorent s'abonner à des choses. Et l'abonnement, c'est comme dans les salles de sport, on utilise beaucoup au début, pas beaucoup à la fin. Et parce qu'on utilise beaucoup au début et pas beaucoup à la fin, notre taux de marge monte. Une salle de sport, elle ne gagne pas beaucoup d'argent en janvier sur les gens, elle gagne pas mal d'argent en novembre de l'année d'après. Et c'est un peu la même chose pour les avocats, etc. C'est pour ça qu'on a aidé Bold, par exemple, à switcher d'un pricing par heure à un pricing forfait. Trouver des moyens de ne plus vendre votre temps et de décorréler votre valeur du temps que ça a pris. Si vous arrivez à réduire votre temps et augmenter la valeur, vous allez avoir un super scaling. Et la seule façon de faire ça, c'est de tester. Testez vos pricing, offrez des pricing différents aux gens. Je sais que les gens, ils hurlent, ils disent « Ah mon Dieu, mais si les gens, ils apprennent ». Vous avez déjà vu un collectif pricing, vous avez déjà vu des gens faire une émeute dans la rue et une manif parce que quelqu'un a vendu moins cher qu'un autre. D'ailleurs, c'est un jeu que vous pouvez faire dans les compagnies aériennes, c'est de demander aux gens combien ils ont payé et d'essayer de créer des petites émeutes pour être upgradés. Mais à part ce cas très particulier, on a tous des cas où on paye des prix différents pour des choses différentes. Et il y a plein de cas où on s'en fiche. Donc, testez avec les gens, testez dans les méthodes, testez les catégories de pricing, testez les modes de pricing, testez, et vous allez finir par avoir un truc naturel à quel est le prix où vous avez envie de vendre les choses. Bon voilà, c'est fini. On arrive à la fin de ce premier chapitre. Mais rassurez-vous, d'abord, il va y avoir d'autres chapitres. On va voir comment scaler des équipes, comment aller à l'international, on va voir des choses plus grosses, on va travailler pour vous amener encore plus de contenu. Donc, absorbez ces premiers épisodes. Essayez de les voir et les revoir. Parlez-en à votre entourage, parlez-en à vos collègues, parlez-en à d'autres gens qui font le même métier que vous, si vous êtes freelance. Parlez-en en ligne, dans le Slack de Anyone Can Scale. Parlez, ouvrez-vous. Il y a des choses pas claires, parlez-nous. Il y a des choses que vous n'avez pas compris,
venez nous voir et on va les tester ensemble. Faites en sorte d'inclure tout ce que vous avez vu le plus vite possible dans votre vie. Et même si vous n'avez pas compris quelque chose, même s'il y a des choses qui sont floues, même s'il y a des concepts qui vous font peur, et parce que vous dites c'est pas pour moi, c'est typiquement le genre de truc que vous devez tester. C'est typiquement le genre de truc où vous devez justement tester, plonger, voir si ça s'applique à vous pour vraiment déterminer si vous n'aimez pas. C'est un peu comme les légumes. Tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas savoir si on aime ou pas. Et alors évidemment, il y a beaucoup de choses, c'est très dense, c'est pas possible d'implémenter tout d'un coup. Essayez de suivre la démarche, essayez de le faire dans l'ordre. D'abord, avant tout, n'automatisez rien si vous n'avez pas plus de leads et plus de clients. Concentrez-vous sur avoir plus de clients. Quand vous aurez plus de clients, concentrez-vous sur standardiser. Quand vous aurez standardisé, concentrez-vous sur automatiser. Quand vous aurez automatisé, concentrez-vous sur le fait de générer des leads. Et seulement là, réfléchissez à combien vous gagnez et comment vous pouvez gagner plus. C'est le bon ordre. L'ordre des épisodes, c'est l'ordre d'implémentation pratique dont vous avez besoin dans votre vie. Si vous défaites un peu des 5 sans vraiment faire de gros progrès dans l'un d'eux, vous allez trouver ça super frustrant, vous allez abandonner très vite. Choisissez vos combats, gagnez des victoires. Une guerre, c'est une série de batailles. N'allez pas mener la guerre, menez les batailles. Passez d'une bataille à l'autre et surtout, restez connectés avec nous. Moi, je vais être sur le Slack, Valentin est sur le Slack, toute l'équipe est sur le Slack. On est là pour répondre à vos questions. C'est que la première partie d'une longue aventure ensemble.